Je m'appelle Thérèse Langevin. J'ai 68 ans. Je suis une bibliothécaire à la retraite et une veuve qui a vécu la majeure partie de sa vie dans la même petite ville en périphérie de Lyon. J'avais l'habitude de croire que les livres étaient mes seuls compagnons après le décès d'Henri, mon mari. Mais il y avait une autre constante dans ma vie, une partie de lui qui restait alors que tout le reste s'était estompé. Notre Mustang Fastback de 1967. Nous l'avions restauré ensemble bien avant que la maladie ne l'emporte. Pour moi, cette voiture n'était pas faite de métal ou de caoutchouc. C'était un souvenir. C'était de l'amour. C'était la preuve que j'avais un jour été vue et chérie. Il y a 3 semaines, une pneumonie m'a conduite à l'hôpital. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie fragile, incertaine de pouvoir un jour rentrer chez moi. J'ai laissé la Mustang dans le garage, rage de mon fils Michel parce que je lui faisais confiance. Je pensais qu'il la garderait en sécurité. Ce fut une erreur qui allait en révéler plus que je n'aurais jamais voulu savoir sur ma propre famille. L'après-midi où je suis rentrée de l'hôpital, l'air semblait raréfié et froid, bien que le soleil fût au rendez-vous. Je remontais lentement l'allée, encore faible à cause de la maladie, ma petite valise traînant derrière moi. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Mon premier regard se porta vers le garage. La porte était grande ouverte, et l'espace où ma Mustang aurait dû se trouver était vide et résonnant. Pendant un instant, je me suis dit que Michel l'avait peut-être déplacé ailleurs. Peut-être l'avait-il nettoyé ou emmené en révision. Mais le nœud dans mon estomac me disait le contraire. Michel est sorti de la maison à ce moment-là, les mains dans les poches, son sourd, trop désinvolte, trop fier pour un fils, accueillant sa mère, après des semaines de maladie. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas proposé de porter mon sac. Il a simplement incliné la tête vers le garage vide et a prononcé des mots qui ont percé plus profondément que n'importe quelle fièvre ou toux n'aurait pu le faire. « Merci pour ta voiture, maman. » Émilie s'éclate comme jamais. Je me suis figée, entendant l'écho de sa voix contre le béton. Ma belle-fille, Émilie, je pouvais presque la voir sur les photos qu'elle aimait tant publier en ligne. Lunettes de soleil de créateur, coupe de champagne à la main, les eaux turquoises des Maldives en arrière-plan. Et j'ai compris, dans un déferlement d'incrédulité et de trahison, ce que Michel avait fait. Il avait vendu la Mustang, vendu la seule partie d'Henri qui me restait. La seule chose à laquelle je m'étais raccrochée quand elle et nuit devenaient trop longues et solitaires. Il avait pris ma confiance et l'avait transformée en monnaie pour les vacances de sa femme. J'aurais dû pleurer. J'aurais dû crier, mais au lieu de cela, j'ai senti un étrange calme m'envahir, comme le silence avant la tempête. Mes lèvres se sont courbées, non pas de joie, mais en quelque chose de plus acéré, de plus triste. J'ai gloussé. Un son unique, léger, comme si j'avais entendu une blague stupide. Le visage de Michel s'est immédiatement tordu. Sa voix a claqué comme un fouet. Qu'est-ce qui est si drôle? L'air entre nous s'est épaissi. Il s'attendait à ce que je hurle, que je m'effondre, que je supplie pour une explication. Mais je l'ai simplement regardé avec des yeux qui en avaient vu bien plus qu'il ne le savait. Ma voix était stable, presque douce. « Ce rire, dis-je doucement, ce n'est pas parce que j'ai tout perdu. C'est parce que tu ne sais même pas ce que tu as vendu. » Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle accusation. La maison, le garage, les arbres le long de la rue semblaient retenir leur souffle. Le sourire de Michel, celui qui portait la suffisance et une fierté négligente, s'est effacé de son visage. Dans cette pause, j'ai réalisé quelque chose. Mon fils croyait m'avoir dépouillé du seul trésor auquel je tenais,
encore. Mais il avait tort. Il n'avait aucune idée de la vérité. Aucune idée des mesures discrètes que j'avais prises avant d'entrer dans ce service d'hôpital. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. La voiture n'était pas la seule chose mise à l'épreuve ici. C'était notre lien, de mère à fils, notre histoire, notre respect, et la question de savoir s'il me verrait un jour, autrement que comme une vieille femme dont il pouvait se servir. La tension est restée suspendue comme une note tenue en l'air. Le garage était vide. Mon cœur souffrait. Pourtant, mon regard n'a pas faibli. Car au fond de moi, je savais que ce que Michel avait vendu, ce n'était pas la Mustang. Quand j'étais une jeune femme, avant que la maladie ou le veuvage n'assombrissent mes jours, il y avait un projet qui nous définissait, Henri et moi, en tant que couple. C'était la Mustang Fastback 1967, rouge rallye, une voiture que nous avions trouvée abandonnée dans une grange juste à l'extérieur de Villefranche. La plupart des gens seraient passés à côté. La peinture était passée, les pneus à plat, et le moteur refusait même de tousser. Mais Henri m'avait regardé avec cette étincelle malicieuse dans les yeux et avait dit « On peut la faire revivre ». Je me souviens de l'odeur du garage où nous travaillions, le parfum constant d'huile et d'essence, l'odeur âcre de la rouille que nous frottions sur les pièces métalliques. Les samedis matins étaient sacrés. Tandis que nos voisins allaient à la pêche ou regardaient le sport, nous étions à genoux, côte à côte, de la graisse sur nos vêtements, la sueur perlant sur les tempes d'Henri. Ses mains étaient grandes, calleuses après des années de travail comme machiniste, mais précises lorsqu'il tournait les boulons et ajustait les bougies d'allumage. Mon travail était plus modeste, mais tout aussi nécessaire. Ponçant les panneaux, tenir la lampe de poche, noter la séquence de chaque pièce que nous démoncions. Il ne m'a jamais traité comme si je l'aidais. Il disait toujours que nous étions partenaires. Il y a un après-midi que je ne peux oublier. Le soleil filtrait à travers la porte du garage entr'ouverte, captant la poussière en faisceaux dorés. Je tenais le capot ouvert tandis qu'Henri se penchait sur le moteur, le front plissé de conce en traction. Soudain, il a levé les yeux, m'a souri et a étalé une traînée de graisse sur ma joue avec son pouce. J'ai ri. Je lui ai jeté un chiffon. Et pendant un instant, nous n'étions plus mari et femme, accablés par les factures et les responsabilités. Nous étions deux rêveurs construisant quelque chose de leurs mains, croyant que tant que la voiture pouvait revivre, nous le pouvions aussi. Il a fallu près de 3 ans avant qu'elle ne rugisse à nouveau. La première fois que le moteur a démarré, le son a fait trembler les murs. Henri se tenait droit, les yeux humides, ses bras m'attirant près de lui. « Écoute-la », a-t-il murmuré. « Elle chante. » Je me suis appuyée contre lui, la tête sur son épaule, sentant la vibration à travers le sol, le rythme régulier, comme un battement de cœur que nous avions reconstruit ensemble. Cette voiture est devenue plus qu'un moyen de transport. C'était un réceptacle de notre temps, de notre sueur, de nos rires et de notre refus obstiné d'abandonner. Quand le cœur d'Henri l'a finalement lâché, c'est la Mustang qui m'a conduite au cimetière. Je conduisais derrière le corbillard, mes doigts tremblants sur le volant, mes larmes tombant sur la colonne de direction que nous avions polie ensemble. Chaque kilomètre de ce trajet était une conversation avec lui. Je pouvais presque entendre sa voix me rappelant de passer les vitesses avec soin, de relâcher l'embrayage en douceur. C'était il y a 10 ans, et chaque trajet depuis lors a été une façon de le garder avec moi. La clé de la voiture elle-même est devenue mon talisman, un petit morceau de métal, rien pour le monde. Mais pour moi, c'est tout.
Je la garde toujours dans la poche intérieure de mon manteau. Parfois, lors des nuits d'hiver où la maison semblait insupportablement silencieuse, je sortais la clé, la tenais dans ma paume et fermais les yeux. L'écran pressait contre ma peau, aussi familier que le contact d'Henri. Cela me rappelait que quelque chose de nous subsistait, quelque chose d'intact. Michel n'a jamais compris cela. Pour lui, la voiture était vieille, une relique, un fardeau qui prenait de la place. Pour Émilie, c'était pire, une horreur, quelque chose à monnayer pour des vacances et des bijoux scintillants. Mais pour moi, chaque écrou et chaque boulon était un souvenir, chaque tour de roue, un battement de cœur du passé. Cette Mustang n'était pas une voiture, c'était Henri, c'était notre vie, c'était ma preuve qu'un jour, l'amour avait vécu ici, fort et inflexible. Et alors que je me tenais dans cette allée, déserte regardant le garage béant, je me suis murmuré la vérité que j'avais toujours su. Ce n'était pas seulement une voiture, c'était le souvenir de toute ma vie. Je vis seule dans le pavillon en briques que Henri et moi avons acheté quand Michel avait 3 ans. J'ai 68 ans maintenant, une veuve qui a appris à réparer les tuiles avec l'échelle d'un voisin et à faire tourner une maison avec des listes. Pendant des années, j'ai travaillé partout où on voulait bien de moi. Le matin à la bibliothèque municipale, le soir à nettoyer les bureaux de l'IUT. Quand les factures de scolarité arrivaient, je prenais des heures supplémentaires et je me disais que la fatigue était un petit prix à payer pour l'avenir d'un enfant. Le sacrifice semblait ordinaire, comme le temps qu'il fait quand on arrête de le nommer. Après la mort d'Henri, les pièces sont devenues plus grandes et les heures plus lourdes. J'ai répondu au silence par l'ordre. Les mardis et jeudis, je suis bénévole au programme d'alphabétisation de la bibliothèque. Je prépare du café, est légère et j'applaudis, doucement quand une phrase est bien construite. Les samedis, j'aide à l'épicerie solidaire de la paroisse, je remplis des sacs et je dis le nom des gens, parce qu'un nom est une forme de dignité. Le soir, je me prépare une camomille et je lis sous une petite lampe. La clé de la Mustang repose dans la poche de mon manteau comme un battement de cœur que je peux tenir. Michel a grandi, beau et complimenté. Du côté de son père, il y avait toujours quelqu'un pour le rattraper quand il trébuchait. Son grand-père a couvert la franchise quand Michel a accidenté une Honda d'occasion à 19 ans. La leçon qui a pris racine n'était pas la prudence, mais le sauvetage. J'étais le couvre-feu et la calculatrice. Ils étaient les applaudissements. Personne n'avait l'intention de faire du mal. Pourtant, le mal est arrivé, comme la rouille, silencieuse et persistant, amincissant le métal là, à où on ne peut pas le voir. Au moment où il a épousé Émilie, le schéma s'était endurci. La famille d'Émilie croit que le bon goût prouve le bon jugement. Ils sont sûrs d'eux en matière de restaurant, de rénovation et du juste prix des chaussures. Dans leur monde, la valeur est ce que l'on peut afficher. La première fois qu'Émilie a vu la Mustang, elle l'a trouvée charmante, puis a demandé si j'avais envisagé de la vendre pendant que le marché était porteur. J'ai souri et répondu « Le marché ne fixe pas le prix des souvenirs. » Les vacances sont devenues une chorégraphie que je ne dirigeais pas. Les plans se formaient sur des groupes de discussion auxquels j'étais ajoutée après que les décisions aient été prises. Quand j'ai suggéré un pique-nique au lac, Émilie a dit « Le lac, c'est pour les adolescents » et a réservé un menu, dégustation en ville. Michel suivait sa cadence comme un métronome. Il me serrait l'épaule, promettait que nous ferions quelque chose de simple bientôt. Puis la promesse s'évaporait. Mes préférences étaient facultatives. Je raconte cela sans amertume. J'ai préparé des
panier repas, trouver des bourses d'études et travailler en double pour que Michel puisse participer à des stages d'éloquence et à des journées portes ouvertes universitaires. Quand des frais de laboratoire menaçaient un semestre, j'ai vendu mes perles de mariage pour régler le solde. Quand une molaire me lançait, je pressais un linge froid contre ma mâchoire et disais à la douleur d'attendre le printemps. Je croyais que le sacrifice était une colle. Je ne comprenais pas que l'invisibilité peut se durcir autour de la personne qui l'offre. Émilie n'est pas une méchante de caricature. Elle est intelligente et charmante. Elle travaille dans le marketing et parle de l'identité, de marque, avec un sourire facile. Quand elle est agitée, elle achète des bougies, des billets d'avion ou des chaussures. Elle dit que les expériences guérissent. Elle parle rarement de celles qu'on ne peut pas photographier. Elle s'est exercée à arranger la vie pour que les moments difficiles se passent hors caméra. Michel admirait cette aisance et la prenait pour de la sagesse. Je sais comment il me voit. Je porte des pulls de friperie et des chaussures sages. Je compte ma monnaie. Je plie les sacs en plastique pour les réutiliser. Je suis une bibliothécaire à la retraite qui lit la garantie avant d'appeler un réparateur. Il est facile de placer une femme comme moi en marge du cadre et de s'attendre à ce qu'elle y reste. Il est facile d'entendre son silence et de le confondre avec un consentement. Alors, quand le garage s'est retrouvé vide et que Michel a dit « Merci pour ta voiture », j'ai entendu plus qu'une phrase. J'ai entendu un héritage d'indulgence, conforté par deux familles qui étaient toujours intervenues. Pendant des années, j'ai protégé mon fils des conséquences. Cet après-midi-là, affaibli par la maladie, mais les yeux clairs, j'ai laissé tomber le coussin. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas plaidé. J'ai compris que ma saison de lissage était terminée. Et cette compréhension a ressemblé à une porte enfin déverrouillée. Quand je repense à mes jeunes années, ce dont je me souviens le plus n'est pas le loisir ou la facilité, mais le poids que je portais, qui semblait impossible à l'époque. Michel était encore au lycée quand le cœur d'Henri a commencé à faiblir. L'homme qui se penchait, autrefois avec moi sur les moteurs, qui riait avec de la graisse sur le visage, avait maintenant du mal à monter les escaliers sans s'arrêter pour reprendre son souffle. J'ai essayé de protéger Michel de cette peur, lui disant de se concentrer sur ses études, de maintenir ses notes. Le soir, après que Michel soit allé se coucher, je m'asseyais à la table de la cuisine avec les factures étalées comme un jeu de cartes auquel je n'avais jamais voulu jouer. À la mort d'Henri, le silence après les funérailles fut le son le plus lourd que j'ai jamais connu. La Mustang reposait dans le garage, la poussière sur le capot comme si elle attendait son retour. Les gens ont offert des gratins et des condoléances, puis sont retournés à leur vie. Je suis retournée à la mienne, sauf que la mienne était dépouillée du seul partenaire qui avait partagé le fardeau. À partir de ce moment, j'étais à la fois l'encre et la voile. Michel rêvait d'université. Il voulait étudier les sciences politiques, peut-être le droit. Je l'ai encouragé même lorsque ma poitrine se serrait à l'idée des frais de scolarité. Je lui répétais les mêmes mots, encore et encore. Des mots qui sont devenus à la fois une berceuse et un bouclier. Je m'en occupe. Toi, contente-toi d'étudier. Ou plus simplement, ne t'inquiète pas. Il n'a jamais demandé si j'en étais capable. Il me croyait comme les enfants croient que le soleil se lèvera. Pour tenir cette promesse, j'ai assemblé une vie de double journée. Le jour, je gardais mon travail de bibliothécaire, cataloguant les retours, aidant les enfants à trouver des livres d'histoire. Maintenant, l'ordre dans des salles silencieuses. La nuit, je mettais un jean et des gants en caoutchouc et je nettoyais des bureaux après que les dernières lumières se soient éteintes.
Certains soirs, je frottais les tableaux noirs de l'université où Michel s'inscrirait un jour, pensant à lui marchant dans ces mêmes couloirs en tant qu'étudiant. Et mon dos me faisait mal, mes genoux gonflaient, mais ma détermination dépassait la douleur. Il y avait des moments où l'épuisement brouillait ma vision. Je m'assoupissais dans le bus, me réveillais en sursaut et parcourais des listes dans ma tête. Les courses, l'argent pour l'essence, les factures en retard et toujours les frais de scolarité, encerclés en rouge. Pourtant, quand Michel a demandé s'il pouvait participer à un voyage avec son club d'éloquence, je lui ai dit oui. Quand il a voulu un nouvel ordinateur, portable pour ses dissertations, j'en ai trouvé un reconditionné en paiement échelonné. J'ai ravalé ma fierté et demandé des délais à la banque. Le refrain n'a jamais changé. Ne t'inquiète pas. Ce n'était pas de l'héroïsme, c'était une habitude née de l'amour. Pourtant, le coût était réel. J'ai vendu mes perles de mariage pour payer des frais de laboratoire. J'ai laissé de scaries s'infecter jusqu'à perdre une molaire. J'ai appris à réparer les fuites avec du ruban adhésif et de la patience. Personne n'a applaudi, et je ne m'y attendais pas. La récompense fut de voir Michel traverser la scène de son lycée, son diplôme à la main, ses yeux cherchant la foule, jusqu'à ce qu'il trouve les miens. Je croyais que si je le portais assez loin, il marcherait un jour de ses propres jambes et se retournerait avec gratitude. Je croyais que le sacrifice était un investissement qui serait remboursé en gentillesse. Ce que je n'ai pas vu, c'est avec quelle facilité le sacrifice peut être considéré comme acquis quand il semble sans effort. Pour Michel, les opportunités arrivaient comme prévu. Le travail caché était invisible. La Mustang restait, témoin silencieux de ces années. Les nuits où le désespoir me rongeait, je m'asseyais sur le siège conducteur, agrippant le vol. Hank Henry avait poli. L'odeur du cuir usé me calmait. Je murmurais des promesses dans le noir. Pas à Henry cette fois, mais à moi-même. Tu peux le faire. Tu le dois. Maintenant, des décennies plus tard, je vois clairement le schéma. En disant toujours « ne t'inquiète pas », j'ai appris à mon fils que mon travail était sans fin, que mes limites n'existaient pas. J'ai construit une fondation assez solide pour qu'il puisse s'y tenir. Mais en la construisant, j'ai effacé les contours de ma propre humanité. Cette vérité pique plus vivement quand je me souviens de la porte du garage bâillant, de l'espace vide et du sourire insouciant de Michel. Il croyait avoir le droit de vendre ce qui n'avait jamais été à lui parce qu'il avait grandi avec la certitude que quoi qu'il veuille, je ferais en sorte que cela se produise. Et c'est là l'ombre d'un amour qui oublie de tracer une frontière. Michel et moi nous parlons souvent, bien que nos conversations se soient réduites à un script qu'il trouve rassurant et que je trouve épuisant. Il commence par vérifier ma tension artérielle, puis dérive vers des conseils que je n'ai pas demandés. Si je mentionne la chaudière, il insiste pour faire venir un artisan. Si je mentionne les courses, il suggère un service de livraison avec un abonnement que je ne peux pas me permettre. Il veut bien faire, mais le refrain atterrit avec le poids d'un tampon. « Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais décider pour toi. » Après la mort d'Henri, j'ai pris seul un millier de petites décisions. Maintenant, mon fils essaie de me prendre le crayon des mains. Il croit que la délégation est une forme d'attention, que l'autorité offerte sans demander est de l'amour. Je connais le goût de ce genre d'amour. Il a le goût d'un thé tiède sucré pour un enfant que lui n'en a plus l'âge. J'écoute, j'acquiesce. Et quand l'appel se termine, je repose le téléphone et je fais mes propres listes. Non par défi, mais par l'habitude tenace d'une femme qui a maintenu un toit en état et une vie debout.
Émilie préfère les SMS. Ces messages arrivent comme des annonces, nettes et parfaitement ponctuées. Elle envoie des liens vers des améliorations que je n'ai jamais demandées, des fauteuils ergonomiques, des plans de travail en quartz, un service de home staging qui promet de moderniser n'importe quel espace. Quand je la remercie et que je décline, elle ajoute un smiley qui se lit comme un soupir. La dernière fois qu'elle est venue, elle s'est tenue dans mon couloir, a observé les photographies encadrées et m'a dit qu'un décorateur professionnel pourrait construire une narration plus épurée pour les murs. Leur certitude concernant ma maison s'étend au gara. Le matin avant mon admission à l'hôpital, Émilie m'a suivie jusqu'à la porte de derrière et a regardé la Mustang à travers la fenêtre. Elle a pincé le revers de son pull comme si l'air lui-même pouvait le tacher et a dit « C'est fou, qui garde un tas de ferraille rouillée dans sa maison ?» J'ai resserré ma prise sur le cadre de la porte et j'ai senti la clé pressée contre mes côtes à travers la poche de mon manteau. Michel n'a pas entendu la pointe dans son ton. Ou peut-être l'a-t-il entendu et a-t-il choisi la facilité. Plus tard dans la soirée, il a agité la main au-dessus de la pile d'enveloppes sur ma table et a annoncé qu'il mettrait toutes mes factures en prélèvement automatique. « Maman, tu n'as pas à t'inquiéter, je vais décider pour toi. » Je lui ai dit que j'aimais faire des chèques parce que cela ralentit le temps et me permet de voir ce que les choses coûtent vraiment. Il a ri et m'a embrassé sur le front comme si j'avais dit quelque chose d'adorable. Son geste était tendre, sa supposition ne l'était pas. J'imagine parfois à quoi je dois ressembler à leurs yeux. Une femme âgée avec une démarche prudente et un carnet de timbres qui s'amincit. Une personne qui collectionne de vieux objets comme d'autres collectionnent les passe-temps. Il ne voit pas l'architecture de mes journées. Le plan de repas qui fait durer les haricots toute une semaine. L'habitude de garder de l'argent liquide pour le fils du voisin qui déneige le trottoir avant l'école. Le registre, silencieux qui équilibre la dignité et le besoin. Rien de tout cela ne me mettait en colère. Cela me rendait alerte. Alors, quand la maladie m'a clouée dans un lit qui n'était pas le mien et que la porte du garage s'est refermée derrière moi, j'ai passé mon doigt sur la clé de la Mustang et j'ai murmuré un plan. J'accepterai l'aide qui m'honore et je refuserai l'aide qui m'efface. Je laisserai le silence mener les arguments que je ne souhaitais plus avoir. Et, quand le moment viendrait, je serai prête à mesurer ce que mon fils considérait comme étant de son ressort de décider contre ce qui était et resterait le mien. Je n'aurais jamais pensé que le corps humain pouvait trahir son propriétaire si, soudainement, un soir, alors que la pluie d'automne tambourinait contre ma fenêtre, une fièvre s'est installée discrètement, comme une invitée indésirable refusant de partir. À minuit, ma poitrine était lourde, chaque respiration raclant, comme si des éclats de verre tapissaient mes poumons. Au matin, la voix du médecin a porté le verdict. Pneumonie. Il n'a pas adouci le mot. Il m'a regardé comme le font les médecins quand ils essaient d'équilibrer l'honnêteté et le réconfort. Mais je en savais assez. À mon âge, une pneumonie n'est pas une petite bataille. Ils m'ont admise à l'hôpital immédiatement. L'odeur stérile d'antiseptique, l'écho creux des chariots roulant sur les couloirs en linoléum, et le bip constant des moniteurs me rappelaient que mon indépendance s'effritait. Allongée dans ce lit étroit, j'ai réalisé à quel point tout était devenu fragile. Pendant des décennies, j'avais été la soignante, la personne stable. Maintenant, j'étais branchée à des perfusions intraveineuses, avec des infirmières vérifiant mes niveaux d'oxygène, comme si je pouvais disparaître si elles détournaient le regard un instant. Ce qui m'inquiétait le plus, ce n'était pas la maladie elle-même. C'était la pensée de laisser des affaires en suspens. J'avais des responsabilités,
des choses que seul moi pouvais gérer. La Mustang, par exemple. Elle était bien plus qu'une machine sur roues. C'était mon indépendance, mon dernier fil de liberté depuis le décès de mon mari. Après que mes enfants m'aient commencé à construire des murs que je n'étais pas invitée à franchir. Je ne pouvais pas la laisser sans surveillance sur le parking de Ciotti, l'hôpital pendant des jours, voire des semaines. Je devais savoir qu'elle était en sécurité, quelque part où elle serait vue, gardée, même involontairement. C'est alors que Michel m'était venu à l'esprit. Mon fils, malgré tout, malgré la distance amère que sa femme et lui avaient creusée entre nous, je faisais encore plus confiance au périmètre de sa maison qu'à un parking froid et impersonnel. Il vivait dans un quartier où les voisins remarquaient les voitures inconnues. Ma voiture y serait plus en sécurité. Je me suis convaincue que c'était simplement pratique, rien de sentimental. Parfois, une mère doit formuler ses décisions en termes de logique juste pour survivre à la piqûre de ses propres émotions. Alors, avant qu'il ne m'installe avec une autre série d'antibiotiques, j'ai pris mes dispositions. J'ai demandé à un voisin de conduire la Mustang jusqu'à la maison de Michel. J'ai glissé la clé dans une enveloppe avec un bref mot. Juste le temps que je sois de nouveau sur pied. Mon écriture semblait tremblante, comme si même le stylo sentait ma vulnérabilité. Je l'ai scellé avant de pouvoir hésiter. Je me suis dit que c'était temporaire, juste pour avoir l'esprit tranquille, mais au fond, je savais aussi que laisser la voiture là-bas mettrait quelque chose à l'épreuve. Peut-être sa conscience, peut-être sa décence. Et pourtant, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose que je n'ai pas dit à voix haute. La clé que j'avais envoyée, ce n'était pas la seule. Les gens supposaient que je n'avais qu'un seul jeu. Mais les mères, qui ont vécu assez longtemps, apprennent à anticiper, à créer des sauvegardes, non seulement de leurs biens, mais aussi de leur confiance. Discrètement, sans un mot à personne. J'avais déjà confié la vraie clé, oui, la véritable, à quelqu'un d'autre. Pas à Michel, pas à sa femme, pas à quelqu'un auquel il s'attendrait. Je me suis dit que c'était une précaution, une simple mesure de sécurité. Mais en vérité, c'était ma vérité tacite. La partie de moi qui refusait d'être effacée ou manipulée. Peu importe à quel point mon corps se sentait frêle dans ce lit d'hôpital. Alors que les infirmières tamisaient les lumières et que la pompe à perfusion cliquetait rythmiquement à côté de moi. Je me suis accrochée à cette pensée, comme à un talisman. La maladie pouvait me priver de ma force. L'âge pouvait me voler, mon souffle. Mais il ne pouvait pas m'enlever ma prévoyance. Il pouvait penser que... Il avait le dessus, surtout avec mes affaires sous leur toit. Mais je savais quelque chose, qu'ils ignoraient. J'avais déjà placé ma confiance là où elle ne serait pas gaspillée. Cette décision silencieuse, cachée comme une graine attendant le printemps, était mon acte de rébellion discret. Et elle compterait plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Quand je suis finalement rentrée de l'hôpital, l'air extérieur semblait plus lourd qu'avant mon départ. C'était peut-être juste moi, affaibli par la pneumonie, fatigué de rester allongé dans une pièce blanche pleine de machines qui bipent. Mais quelque chose dans l'air semblait différent, vif, presque métallique. J'ai pris une lente inspiration. Mes côtes encore douloureuses des quintes de toux qui m'avaient conduite dans ce service stérile. Tout ce que je voulais, c'était entrer dans ma maison, me faire une tasse de thé et m'asseoir dans mon fauteuil près de la fenêtre d'où je pouvais voir le chêne se balancer. Mais la première chose que j'ai remarquée en entrant dans l'allée, c'est l'espace vide. Ma Mustang n'était pas là. Je me suis figée. Mes mains tremblaient alors que j'ajustais la sangle de mon sac d'hôpital. Pendant quelques secondes, je me suis convaincue que Michel l'avait peut-être déplacé à l'arrière.
Peut-être l'avait-il emmené en révision. Peut-être. Mais au fond de moi, je savais. Déjà. À l'intérieur de la maison, Michel était assis à la table de la cuisine, avec un verre de thé glacé. Il n'a même pas eu l'air surpris en me voyant entrer. Au lieu de cela, il m'a fait un sourire plat, comme si j'étais partie seulement quelques heures, au lieu de plusieurs semaines. Émilie était là aussi, son téléphone à la main, ses ongles cliquant contre l'écran, comme si le monde n'existait que dans ce petit rectangle. Lumineux. « Michel !» ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. « Où est ma voiture ?» Il s'est adossé à sa chaise, a pris une gorgée et a dit nonchalamment. « Maman, la famille s'entraide. Ce n'est qu'une voiture. Ce n'est qu'une voiture. » J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, lourds et suffocants. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis forcée à rester immobile, à respirer lentement. Émilie a finalement levé les yeux, son regard brillant et suffisant. Et, avant même que je puisse répondre, elle a tourné son téléphone pour me montrer une photo. C'étaient eux deux, debout devant un complexe hôtelier sur une plage, des palmiers se balançant en arrière-plan, des cocktails à la main, souriant largement comme si le monde leur appartenait. « Tu vois, on avait besoin d'une petite pause, » dit-elle d'un ton mielleux, presque provocateur. « Cette voiture a aidé à rendre ça possible. Tu devrais être contente d'avoir contribué aux souvenirs de famille. » J'ai fixé la photo. Ma voiture, mon seul moyen d'indépendance vendu, échangé, ou peu importe ce qu'ils avaient fait, parti pour leur plaisir. « La famille s'entraide », répéta Michel, cette fois plus lentement, comme s'il enseignait à un enfant. « Nous formons une seule unité, maman. Tu n'as pas besoin de voiture de toute façon. Tu ne sors presque jamais. » Je sentais la colère monter, bouillir sous ma peau, me griffer la gorge pour se libérer. La Thérèse d'il y a quelques années aurait crié, frappé des mains sur la table, exigé des réponses, les aurait maudits tous les deux jusqu'à ce que ses poumons lâchent. Mais là, debout, affaibli par la pneumonie, fragile mais étrangement lucide, j'ai réalisé que je n'avais aucune envie de gaspiller mon souffle. Alors je me suis assise en face d'eux, et croisé les mains sur la table. J'ai regardé le visage de mon fils, le garçon à qui j'avais autrefois appris à faire du vélo, dont j'avais pansé les genoux, écorchés, dont j'avais vérifié les devoirs tard le soir, après de longues journées de travail. Maintenant, ce même garçon était assis en face de moi, justifiant la trahison avec une phrase qui sonnait apprise, empruntée, creuse. « Ce n'est qu'une voiture », dit-il encore, plus doucement cette fois, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas froncé les sourcils. J'ai laissé mon visage reposer dans un calme, parfait parce que dans ce silence, j'avais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait pris la peine de considérer. Que parfois, le pouvoir ne vient pas de la parole, mais de la rétention. Émilie, agacée par mon manque de réaction, a donné un coup de coude à Mich. Elle ne comprend pas, a-t-elle chuchoté fort, comme si j'étais sourde. Elle ne comprend pas. On essaie de l'aider à simplifier sa vie. Moins de stress pour elle, plus d'unité familiale. C'est bon pour tout le monde. Je les ai regardés, leurs mots tourbillonnant dans l'air comme des ballons vides. Et dans mon silence, un étrange renversement a commencé à prendre forme. Ils pensaient m'avoir dépouillée de tout, contrôle, m'avoir enlevé mon indépendance, m'avoir réduite à quelqu'un d'impuissant. Mais, assise là, sans répondre, les laissant remplir la pièce de leurs excuses, j'ai vu leur malaise grandir. Mon calme les déconcertait. Mon immobilité devenait un miroir reflétant leur égoïsme.
J'ai pensé à l'hôpital, à la fragilité de la vie quand je ne pouvais même plus reprendre mon souffle. Et maintenant, assise dans ma propre cuisine, j'ai réalisé que la fragilité pouvait être confondue avec la faiblesse. Mais en vérité, ce n'était que de la clarté. Alors, je n'ai rien dit. Et dans ce silence, je savais que ce n'était plus à propos de la voiture. C'était à propos de l'équilibre du pouvoir qui basculait, centimètre par centimètre, entre mes mains. Cette nuit-là, la maison semblait insupportablement silencieuse. Le tic-tac de la vieille horloge murale paraissait plus fort que d'habitude, résonnant dans le salon vide. Thérèse était assise dans son fauteuil, son téléphone à la main, l'écran projetant une faible lueur sur son visage fatigué. Elle ne cherchait pas les ennuis, mais la curiosité avait une façon cruelle de la mener à la vérité. Elle a ouvert Instagram. La première photo qui est apparue lui a serré la poitrine. Émilie était sur un yacht, le coucher de soleil doré derrière elle, un verre de champagne levé bien haut. La légende disait « Je vis ma meilleure vie. La gratitude l'emporte toujours. » La main de Thérèse tremblait légèrement alors qu'elle zoomait. Le rire d'Émilie, figé en pixels, coupait plus profondément que les mots ne l'auraient jamais fait. À peine 2 semaines plus tôt, Thérèse avait vendu la montre de son défunt mari, celle qu'il portait tous les dimanches depuis des années, pour couvrir le dernier raconte sur la Mustang. Et voilà sa belle-fille, célébrant sur un yacht que Thérèse savait avoir en partie financé. Ses pensées devinrent acerbes. Ils voient leur bonheur comme un droit et Metz, souvenir comme une monnaie. Michel ne voit même pas la différence. Pour lui, ce n'est pas qu'une voiture. Pour Émilie, c'est juste une autre étape vers la vie qu'elle croit mériter. Mais pour moi, c'était un morceau de mon passé, bradé. Les photos continuaient d'affluer. Émilie avec des amis. Émilie avec des sacs de créateurs. Émilie sur les ponts du yacht à nouveau, se penchant contre le bras de Michel comme si le monde leur appartenait. Chaque image était un rappel du silence de Thérèse dans ce salon plus tôt, quand Michel avait dit « Motomototi »« Maman, la famille s'entraide, ce n'est qu'une voiture. » Thérèse n'avait pas discuté. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait simplement écouté. Mais le silence, réalisait-elle maintenant, avait son propre poids. Son esprit retourna aux années où Michel était jeune. Elle se souvint avoir rapiécé ses baskets déchirées pour qu'il ne se sente pas gêné à l'école. Elle se souvint avoir travaillé tard, ses mains à vif à force de nettoyer pour qu'il puisse avoir des leçons de piano, ces mêmes leçons qu'Émilie qualifiait maintenant de bourgeoises. Chaque sacrifice avait été invisible jusqu'à ce que l'Instagram d'Émilie le rende à nouveau flagrant. Elle pressa le téléphone contre sa poitrine et ferma les yeux. La douleur n'était pas seulement de la colère, c'était du chagrin. Le chagrin pour un fils qui ne reconnaissait plus la valeur de ce qui avait construit sa vie. Le chagrin pour une belle-fille qui voyait la famille, non pas comme de l'amour, mais comme un levier. Un instant, elle envisagea d'appeler Michel, de le confronter, d'exiger une explication. Mais ensuite, elle se souvint de son visage, à table, du haussement d'épaules désinvolte, du ton dédaigneux. Ce n'est qu'une voiture. Thérèse se le murmura, presque comme si elle s'entraînait pour une future confrontation. Non, Michel, ça n'a jamais été qu'une voiture. C'était la sueur de ton père. Mes nuits, blanches, les histoires gravées dans chaque recoin de cette maison. Et tu l'as donné, comme si ce n'était rien. Au lieu d'appeler, elle posa le téléphone. Elle ne gaspillerait pas 6 mots ce soir. Il y avait de la force, ceux dans la retenue. En regardant le monde bien organisé, d'Émilie se déroulait sur l'écran, Thérèse réalisa quelque chose d'important. Le pouvoir résidait pas toujours dans la parole,
Parfois, il était dans l'attente, en laissant la vérité pourrir, le masque que les autres portaient, avec tant de confiance. Son cœur était lourd, mais Zilly avait une étrange clarté dans cette lourdeur. Elle ne les combattrait pas avec des éclats de voix. Elle ne m'en dirait pas de reconnaissance. S'il voyait sa vie comme une source de financement, elle deviendrait quelque chose qu'il ne pourrait plus calculer, plus prédire. La lueur du téléphone s'estompa lorsque l'écran devint noir. Thérèse resta assise dans le silence, ses doigts étroitement joints, sa respiration régulière. Sur Instagram, Émilie vivait sa meilleure vie. Mais dans le calme de sa propre maison, Thérèse commença à imaginer une vie errante. Une vie où elle ne donnerait plus des morceaux d'elle-même pour acheter une place dans le monde de son fils. Cette pensée était petite, fragile, mais elle portait le poids d'une décision qui allait tout changer. Le téléphone sonna en fin d'après-midi. Le son strident déchira le lourd silence de la maison. Michel se précipita pour décrocher, sa voix sèche et anxieuse. « Allô ? » ?»« Oui, c'est Michel. » Thérèse était assise à la table de la cuisine, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé chaude. Elle ne bougea pas, ne parla pas. Elle se contenta d'écouter. À l'autre bout du fil, la voix d'un homme crépitait d'irritation. « Écoutez, les papiers ne correspondent pas. Le numéro de série ne correspond pas. Je commence à croire que vous vous moquez de moi. Étiez-vous vraiment propriétaire de cette voiture ?» Thérèse vit la couleur quitter le visage de son fils alors qu'il bafouillait. 6 mots. « Quoi ? Non, non, ce doit être une erreur. C'est la voiture de ma mère. Nous avons tout. » L'homme l'interrompit, furieux maintenant. « Ne me donnez pas d'excuses. J'ai versé de l'argent. Si c'est une arnaque, je vous signale. À la gendarmerie. Ne croyez pas que je ne le ferai pas. » La main de Michel tremblait alors qu'il serrait le téléphone. Sa femme, Émilie, apparut du salon, le mascara coulant sur ses joues à force de pleurer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en s'agrippant à son bras. Il mima, la panique montant. L'acheteur. Il dit que les papiers ne correspondent pas. Le visage d'Émilie se tordit de rage. « Règle ça !» « Dis-lui que tout va bien. Règle ça, Michel. » Sa voix monta en un cri strident qui résonna contre les murs. La voix de l'acheteur revint, tranchante et impitoyable. « Je veux récupérer mon argent immédiatement, ou je m'assurerai que les gendarmes entendent parler de ça. » Les mots de Michel se transformèrent en balbutiements. « S'il vous plaît, attendez, laissez-moi vérifier. » Thérèse souleva lentement sa tasse de thé. Ses mouvements lents, délibérés. La vapeur montait, doucement entre ses doigts. Elle prit une gorgée, les yeux fixés sur son fils, le regardant se décomposer comme un garçon à nouveau, pris dans un mensonge trop gros pour être contrôlé. Les sanglots d'Émilie se changèrent en hurlements. « Michel, fais quelque chose. Il va nous poursuivre en justice. Nous n'avons pas les moyens. » La pièce se remplit du chaos de leur désespoir. Ces balbutiements, ces pleurs, la voix en colère qui débordait du combiné. Mais Thérèse, elle, restait silencieuse. Le seul son qu'elle produisit fut le léger cliquetis de la porcelaine lorsqu'elle reposa sa tasse de thé sur la soucoupe. Finalement, elle parla. Sa voix était stable, presque douce. « Michel !» dit-elle. Les deux têtes se tournèrent, brusquement vers elle. Il était pâle, en sueur. Les yeux d'Émilie étaient rouges et hagards. Le regard de Thérèse ne faiblit pas. Elle regarda son fils comme si elle le pesait, comme si elle épluchait les années d'excuses et de bravade, jusqu'à ce qu'il ne reste que le garçon, effrayé. « Dis-moi, » demanda-t-elle doucement, « quelle voiture as-tu vendue ?» Michel se figea, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson cherchant de l'air.
Les mains d'Émilie se resserrèrent sur sa manche. Thérèse s'adossa à sa chaise, calme dans son immobilité. Ses mots suivants tombèrent dans la pièce comme des pierres jetées dans une eau profonde. « Parce que ma Mustang, dit-elle, marquant une pause alors que ses yeux se plantaient dans les siens, n'a jamais été là. » Le silence qui suivit fut suffocant. La mâchoire d'Émilie tomba. Le visage de Michel se vida de toute couleur. « Vous » La voix d'Émilie se brisa. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Les papiers... » Michel m'a dit... Thérèse reprit sa tasse, ses doigts stables. Elle prit une autre gorgée, comme si de rien n'était. Le téléphone vibra avec colère dans la main de Michel, l'acheteur exigeant une réponse. Mais les mots de Thérèse l'avaient vidé. Ses épaules s'affaissèrent. Il ne pouvait même pas formuler une réponse. Pour la première fois, l'équilibre du pouvoir avait basculé. Thérèse n'était plus la mère silencieuse dans un coin de la pièce. Elle était celle qui détenait la vérité. Une vérité qui pouvait défaire chaque mensonge qu'ils avaient tissé. Et elle n'avait pas besoin d'élever la voix pour le faire. Le silence dans la pièce était suffocant. Le visage de Michel était livide. Ses mains tremblaient alors qu'il laissait tomber le téléphone sur la table. Émilie, les yeux rouges et hystérique, répétait sans cesse « Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver !» Thérèse resta où elle était, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Elle ne tressaillit pas, ne se dirigea pas vers eux avec les réflexes réconfortants d'une mère. Au lieu de cela, elle se versa une autre tasse de thé, laissant le doux filet de liquide ambré remplir la tasse en porcelaine. Le cliquetis de la cuillère alors qu'elle y remuait du sucre trancha le chaos comme une lame. Finalement, elle leva son regard, calme et délibérée. « Vous vous demandez, dit-elle doucement, pourquoi l'acheteur a découvert de la rouille et de la pourriture alors que ma Mustang était censée être impeccable. » Michel déglutit, difficilement, sa voix rauque. « Qu'est-ce que tu dis, maman? » Ne joue pas à des jeux en ce moment. » Thérèse inclina légèrement la tête, un faible sourire, presque apitoyé, étirant ses lèvres. « Je ne joue à aucun jeu. Je souligne simplement quelque chose que vous auriez dû réaliser avant d'essayer de refourguer quelque chose qui n'a jamais été à vous. » Émilie se leva d'un bond de son siège, les cheveux en désordre, les yeux hagards. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette Mustang était dans le garage. Nous avions les clés, la carte grise, tout. N'osez pas essayer de nous rejeter la faute. » Thérèse posa sa tasse de thé avec précaution, la porcelaine tintant doucement contre la soucoupe. Ces mots suivants tombèrent avec le poids d'une pierre dans l'eau. « La Mustang que vous avez trouvée dans le garage n'a jamais été la mienne. » Leurs bouches s'ouvrirent, l'incrédulité traversant leur visage. Michel laissa échapper un rire étranglé. « C'est impossible. Je l'ai sorti moi-même. Tu ne te souviens pas? Nous l'avons nettoyé. Nous... Non, le coupa Thérèse. Son ton était assez vif pour trancher son déni. Ce que tu as conduit était une carcasse, une coquille, une réplique qui avait été laissée à pourrir il y a des décennies. La vraie voiture, celle que ton père et moi avons reconstruite de nos mains, celle que je polissais chaque dimanche matin, celle-là n'a jamais été où vous le pensiez. » Émilie recula en titubant, s'agrippant au bord du comptoir. « Alors où est-elle? » murmura-t-elle. Les yeux de Thérèse s'adoucirent à cette pensée, non pas pour ses enfants, mais pour la vérité qu'elle avait gardée si férocement. « En sécurité chez Monsieur Dubois, mon voisin. C'est un mécanicien à la retraite qui sait ce que cette voiture représentait. Il y a des années,
Je lui ai demandé de la garder dans son atelier, loin des yeux avides. Il l'a fait sans poser de questions parce que, contrairement à vous, il comprenait la loyauté. La mâchoire de Michel se serra, sa voix se brisant sous le poids de la rage et de l'humiliation. « Alors on a vendu quoi ? » ?»« Rien, pas rien, » dit Thérèse d'un ton égal, se levant maintenant, sa silhouette droite et imposante, malgré ses années. « Vous avez vendu un mensonge. Vous avez vendu une carcasse, rouillée et déguisée en quelque chose qu'elle ne pourrait jamais être. Vous avez vendu votre dernier lambeau de dignité. » Émilie laissa échapper un cri guttural, s'effondrant sur une chaise, ses mains griffant ses cheveux. Michel se contenta de fixer sa mère, la réalité s'imposant à chaque respiration. La voix de Thérèse baissa, portant l'autorité tranquille d'un verdict rendu. « Comprenez-vous ce que vous avez fait ? Vous n'avez pas seulement essayé de vendre une voiture qui n'était pas à vous. Vous avez vendu ma confiance. Le peu de foi qu'il me restait, et que vous puissiez encore me voir comme votre mère, et non comme un obstacle ou un compte en banque. C'est parti maintenant, irrémédiablement. » L'air crépitait sous le poids de ses mots. Michel ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Émilie sanglotait plus fort, se balançant d'avant en arrière. Thérèse reprit sa tasse, but une gorgée mesurée, et la reposa. « Tout ce qu'il vous reste maintenant, » murmura-t-elle, presque pour elle-même, « c'est l'écho de ce que vous avez essayé de voler. » Le son de l'horloge tic-tacant en arrière-plan fut la seule réponse. Le téléphone sur la table vibra de nouveau, sa sonnerie stridente tranchant le silence, suffocant. Les mains de Michel tremblaient, alors qu'il tâtonnait pour répondre. « Allô ? Oui, c'est Michel. Non, monsieur. S'il vous plaît. » Sa voix se brisa, fine et désespérée. « Je vous jure que ce n'est pas ce que vous pensez. Il doit y avoir une erreur. » À l'autre bout du fil, la voix de l'homme tonna à travers le petit haut-parleur, froide et furieuse. Même de là où j'étais, assise, je pouvais entendre le venin dans son ton. « Vous m'avez menti. Les papiers ne correspondant pas au numéro de série. Cette voiture ne vaut rien. Vous avez essayé de me refiler une fraude. » Michel déglutit difficilement. « S'il vous plaît, je vais arranger ça. Je vais réparer ça. Donnez-moi juste un peu de temps. » Son visage était devenu livide, la sueur coulant sur sa tempe. Il jeta un regard vers moi comme un animal piégé, cherchant une issue. Émilie se tenait dans un coin, ses sanglots vifs et perçants. Elle serrait son téléphone comme s'il pouvait la sauver. Le mascara coulant sur son visage en rivière noire et désordonné. « Michel, dis-lui que c'était une erreur. Dis-lui qu'on ne savait pas. » Mais Michel ne pouvait pas. Ses lèvres tremblaient. Sa voix devenait de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'il presse le téléphone contre son oreille et murmure « S'il vous plaît, ne nous poursuivez pas, s'il vous plaît. » L'homme à l'autre bout du fil ne s'adoucit pas. Sa menace tomba comme un marteau. « Si je n'ai pas récupéré mon argent dans 48 heures, vous aurez des nouvelles de mon avocat. Et croyez-moi, fiston, vous ne voulez pas de ce genre de problème. » L'appel se termina par un clic si sec qu'il sembla fendre la pièce en deux. Michel s'effondra sur la chaise en face de moi, les mains enfouies dans ses cheveux. Émilie s'accroupit à côté de lui, se balançant d'avant en arrière, comme une enfant, ses sanglots maintenant rauques et brisés. Et moi ? Je restais parfaitement immobile, berçant ma tasse, guettée entre mes deux mains. La vapeur s'enroulait paresseusement vers le plafond, parfumée et calme, comme si tout Timskao n'avait rien à voir avec moi. Parce que ce n'était pas plus le cas. Je regardais mon fils, l'homme que j'avais porté en moi, le garçon dont j'avais rafraîchi le front fiévreux avec des linges humides,
l'enfant à qui j'avais autrefois appris à faire ses lacets et à faire du vélo. Mais assis là maintenant, recroquevillé dans la peur, le visage tordu, non pas de remords, mais de panique. Je réalisais quelque chose qui me serra la poitrine d'une manière différente. Ce n'était pas mon garçon. Mon garçon m'avait autrefois regardé avec confiance et admiration. Il avait cru mes paroles comme paroles d'évangile, mon amour comme suffisant. Ce garçon était devenu cet homme, ou plutôt n'avait pas réussi à grandir du tout. La personne devant moi n'était pas mon fils. C'était un enfant, effrayé piégé dans un corps d'homme, s'accrochant à des combines et des mensonges au lieu du travail et de longs neurones. Il n'avait jamais appris à se tenir sur ses 2 pieds parce que je l'avais porté trop longtemps. « Je te vois maintenant, Michel, » murmurai-je, intérieurement, bien que mes lèvres bougeassent à peine. Pas comme l'enfant que j'ai, élevé. Pas même comme l'homme que j'espérais que tu deviendrais, mais comme quelqu'un qui n'a jamais vraiment grandi. Cette pensée blessait plus que la trahison elle-même, car la trahison peut être pardonnée. Mais voir vraiment que votre enfant n'est jamais devenu celui qu'il était censé être, il y a dans cela un chagrin plus profond que n'importe quelle blessure. Michel releva enfin la tête, les yeux rouges et humides, la voix brisée. « Maman, s'il te plaît, tu dois nous aider. Ils vont tout nous prendre. On sera ruinés. » Émilie s'agrippa à son bras, faisant écho à sa supplique. « S'il vous plaît, Madame Langevin, vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui expliquer. Ce n'était pas votre faute. Vous ne nous laisseriez pas nous noyer, n'est-ce pas ?» Je sirotais lentement mon thé, laissant la chaleur enrober ma gorge. Leurs mots voletaient contre les murs comme des oiseaux affolés. Mais je ne répondis pas tout de suite. En moi, quelque chose avait déjà changé. Je ne regardais plus ma famille. Je regardais des étrangers. Et à cet instant, je savais que la femme qui avait passé sa vie à les sauver ne se relèverait pas cette fois. La voix d'Émilie trancha le lourd silence, comme un éclat de verre. « Pourquoi devrais-je souffrir ?» lança-t-elle, son ton dégoulinant d'indignation. C'était la vieille bagnole de ta mère de toute façon. Un tas de ferraille sans valeur. Tout le monde le sait. Pourquoi serais-je celle qui paie les pots cassés pour une vieille relique dont personne ne se souciait? C'est Surba. Mots résonnèrent dans le salon. Reb, ondissant sur les murs avec une piqûre plus vive que n'importe quel couteau. Michel était assis, figé à côté d'elle, la tête basse, non pas par honte, mais par peur. Ses yeux se tournèrent vers sa femme comme pour chercher son approbation, tel un homme enchaîné à ses caprices. Thérèse se tenait près de la fenêtre, les mains doucement jointes devant elle. Elle ne se précipita pas pour se défendre. Elle ne cria pas, ne se disputa pas. Au lieu de cela, elle laissa simplement les mots s'installer dans l'air, épais et venimeux, comme une fumée qui finirait par étouffer sa propre source. L'intérieur, son cœur souffrait. Elle pensa à toutes les années qu'elle avait passées à élever Michel, à le protéger des tempêtes du monde, à le protéger quand il était petit et fragile. Elle se souvint des nuits où il avait de la fièvre, où elle s'asseyait à côté de son lit en lui, murmurant des berceuses jusqu'au matin. Elle se souvint de ses premiers pas dans l'allée, la même allée où cette vieille bagnole avait été garée pendant des décennies. Émilie, bien sûr, n'avait aucun souvenir de ces choses. Pour elle, la voiture n'était rien de plus que de la ferraille et une chance de se frayer un chemin vers une autre robe de créateur, une autre réservation au restaurant qu'elle ne pouvait pas se permettre seule. Thérèse étudia tranquillement le visage d'Émilie. Elle n'y vit aucun remords, aucune trace de gratitude, juste de la faim, de la cupidité déguisée en droit acquis. « Je ne vais pas rembourser un centime.
continua Émilie, les bras croisés fermement sur sa poitrine. « Si cet acheteur nous poursuit, c'est ta faute, Michel. Pas la mienne. Ta mère a commencé tout ça avec son obsession ridicule pour cette voiture. Pourquoi devrais-je... » Thérèse leva son regard à ce moment-là. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. L'immobilité de ses yeux fit taire Émilie plus efficacement que n'importe quel éclat de voix n'aurait pu le faire. C'était un silence lourd d'histoire. Avec toutes les années où Thérèse avait gardé sa dignité, toutes les tempêtes qu'elle avait endurées, tous les sacrifices qu'elle avait faits, c'était le silence d'une femme qui avait vu clair en Émilie depuis longtemps, mais qui avait choisi la retenue plutôt que la vengeance. Émilie s'agita sous ce regard. Ses mots faiblirent, ses lèvres se pressèrent l'une contre l'autre. Pendant une fraction de seconde, elle ressembla à l'enfant qu'elle n'avait jamais vraiment été, acculée, sur la défensive, exposée. Michel murmura « Émilie », sa voix brisée, incertaine, prise entre la loyauté envers sa femme et le poids invisible du jugement silencieux de sa mère. Mais Thérèse ne dit toujours rien. Elle tourna simplement les yeux vers son fils, et en eux, il vit ce qu'il était devenu. Non pas le garçon qu'elle avait élevé avec tendresse, mais un homme qui avait troqué sa propre intégrité, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que la peur. Le silence de Thérèse n'était pas de la faiblesse, c'était un miroir. Et dans ce miroir, Michel et Émilie furent forcés de se voir mis à nu. La confrontation n'était pas nécessaire. Leur propre reflet était une accusation suffisante. Cette prise de conscience silencieuse était plus dévastatrice que n'importe quel cri. Le vide qu'ils avaient créé autour d'eux était désormais palpable, et ils étaient seuls pour y faire face, leur alliance fragile se fissurant sous le poids d'une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. C'est le lendemain matin que Thérèse entendit frapper doucement à sa porte. Le soleil commençait à peine à se lever, project, en de minces rayons dorés, à travers ses rideaux de dentelle. Elle ouvrit la porte et y trouva Monsieur Dubois, son voisin de 2 rues plus loin, un mécanicien à la retraite aux yeux bienveillants et aux mains burinées, qui sentait toujours légèrement l'huile de moteur. « J'ai entendu du bruit hier », commença-t-il doucement, retirant sa casquette et la tenant contre sa poitrine. « Et puis j'ai vu Michel sortir en trombe. J'ai pensé que je devrais prendre de vos nouvelles, Thérèse. » Thérèse lui adressa un sourire poli, bien que son cœur fût encore lourd de la tempête qui avait traversé sa maison. « Je vais bien, Monsieur Dubois. Juste des affaires de famille. » Il entra lorsqu'elle l'invita, jetant un coup d'œil à la cuisine. Ses yeux se posèrent presque instantanément sur la photographie encadrée d'Henri sur le comptoir, prise des années auparavant à côté de la vieille Mustang. Dubois Marc eua une pause, une lueur de reconnaissance traversant son visage. « Vous savez, » dit-il lentement, « Henri m'a dit quelque chose à propos de cette voiture un jour. C'était il y a des années. Je l'aidais à réparer le carburateur et il m'a regardé et a dit « Joseph, ce n'est pas juste une voiture, c'est une promesse que j'ai faite à ma femme. Je lui ai dit de la garder, car un jour, quand je ne serai plus là, elle l'aidera à se tenir, de nouveau droite. » La gorge de Thérèse se serra. Elle n'avait jamais su qu'Henri s'était confié à quelqu'un d'autre. Elle s'était accrochée à la Mustang parce qu'elle pensait que c'était juste du sentimentalisme, son entêtement, sa nostalgie. Mais maintenant, elle réalisait que c'était plus. Henri avait voulu que ce soit son ancre. Monsieur Dubois changea de pied, les yeux chaleureux mais fermes. Je vous dis ça parce que je pense qu'Henri voulait que cette voiture soit plus que du métal et de la peinture.
Il voulait qu'elle soit un bouclier, un rappel que vous n'étiez pas destinée à être mise au rebut quand les gens devenaient avides. Thérèse le regarda, surprise de voir comment un homme qui n'avait été aucun ami de passage pouvait articuler ce que son propre fils n'avait pas réussi à saisir. Le contraste la frappa profondément. Michel, sa chair et son sang, voyait la Mustang comme de la ferraille, quelque chose à exploiter et à vendre. Pourtant, ce voisin, cet étranger, portait les paroles d'Henri avec respect. Le poids de la trahison se fit plus lourd. Comment était-il possible qu'un étranger accorde plus de valeur à ses souvenirs que son fils à la dévotion de sa vie? J'ai honte de le dire, continua doucement Dubois. Mais j'ai entendu Michel se vanter, un jour au café du coin, qu'il vous convaincrait de la vendre. Il disait que la vraie voiture était un gâchis, juste de la rouille dans l'allée. Je n'ai rien dit à l'époque, mais j'aurais dû, car en entendant la voix d'Henri dans ma tête hier soir, je savais que je ne pouvais plus me taire. Thérèse ferma les yeux. La douleur était vive, mais sous elle, une flamme de clarté vacillait. Les mots de Michel, la cruauté d'Émilie, ce n'étaient plus des excuses brumeuses ou des malentendus. C'étaient des choix qui révélaient qui ils étaient vraiment. Elle se tourna vers M. Dubois et dit avec une dignité tranquille: « Merci, vous m'avez rendu la voix d'Henri, et peut-être m'avez-vous rappelé la mienne. » La cuisine tomba dans le silence un instant, le tic-tac de l'horloge étant le seul son. Dans ce silence, Thérèse réalisa quelque chose de profond. Parfois la famille nous fait défaut, parfois le sang nous trahit, mais des voix inattendues peuvent intervenir pour nous, se renvoyer notre propre valeur, nous rappelant que nous n'avons jamais été aussi petites ou impuissantes qu'ils voulaient nous le faire croire. Michel était assis en bout de table, le visage pâle, les mains tremblant comme s'il ne pouvait se contenir. Ses yeux, rouges de nuits blanches, allaient de moi à Émilie. Finalement, ils se remplirent de larmes. « Maman, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je ne sais pas quoi faire. » Il, menaçant de nous poursuivre en justice. Je pourrais tout perdre. S'il te plaît, aide-moi. Émilie s'adossa à sa chaise, les bras croisés, le menton levé en signe de défi. « Ne m'entraîne pas là-dedans, Michel. Ce n'était pas ma décision seule. Elle aurait pu nous arrêter, » dit-elle froidement, hochant la tête dans ma direction. « D'ailleurs, cette voiture ne valait rien. Pourquoi tout le monde en fait-il tout un plat ?» Ces mots coupaient plus qu'un « et l'âme. » Pourtant, je ne bronchais pas. Je laissais le silence peser lourdement entre nous. Un silence qui fit qu'Émilie se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. Michel sanglota, tendant la main, sur la table comme pour combler une distance qui s'était creusée depuis longtemps entre mère et fils. Je joignis les mains, ma voix stable. « Michel, Émilie, écoutez attentivement. Je ne vous sauverai pas cette fois. Les choix que vous avez faits, le manque de respect que vous avez montré, non pas envers moi, mais envers la mémoire de votre père. Ce sont les vôtres à porter. » La tête de Michel se redressa brusquement, ses larmes débordant. « Maman, non, tu ne peux pas juste nous regarder nous effondrer. Tu es ma mère, tu es censée me protéger. » Émilie ricana, ses lèvres se retroussant en un demi-sourire. « Tu vois, c'est ridicule. Elle nous punit. Une vraie mère ne laisserait pas ses propres enfants souffrir. » J'inspirais profondément, ma poitrine lourde et étrangement légère à la fois. « Une vraie mère, » dis-je lentement, enseigne à ses enfants que les actions ont des conséquences.
Une vraie mère n'efface pas le coup de la trahison. Je t'ai élevé pour que tu te tiennes droit, pas pour que tu piétines les choses qui nous ont autrefois donné de la force. » La pièce frémit de tension. Michel enfouit son visage dans ses mains. Ses épaules secouaient. Le masque de supériorité d'Émilie se fissura juste assez pour révéler une lueur de malaise. Je m'adossai à ma chaise, sentant le poids du moment s'installer en moi comme de la pierre. Vous ferez face aux conséquences de vos choix. Si cela signifie tout perdre, qu'il en soit ainsi. Je ne me mettrai pas entre vous et la tempête que vous avez créée. Mio, pendant un long moment, personne ne parla. Le tic-tac de la vieille horloge comtoise, dans le coin, résonnait comme un marteau de juge abattant son verdict. Et dans ce silence, une question se forma, une question que d'autres pourraient se poser, s'ils entendaient un jour cette histoire. Une mère a-t-elle le droit de laisser ses enfants s'effondrer sous le poids de leurs propres erreurs? Ou doit-elle toujours se tenir comme leur bouclier, même quand ils la tailladent jusqu'à l'os? J'étais assise là, calme, résolue. Pour la première fois, depuis des années, je sentais que je choisissais enfin non seulement ce qui était attendu d'une mère, mais ce qui était juste pour moi en tant que femme, en tant qu'être humain. Ma décision n'était pas un acte de vengeance, mais un acte de préservation. Je préservais la dignité de mon histoire, la valeur de mon amour, et la leçon la plus difficile de toutes, que le respect ne se demande pas, il se mérite. Et quand on le perd, le chemin pour le retrouver est un chemin que l'on doit parcourir seul. Le procès frappa comme un raz-de-marée. L'homme qui avait acheté la carcasse de voiture découvrit le contrat frauduleux que Michel et Émilie avaient concocté et ne perdit pas de temps à intenter une action au civil. Les papiers du tribunal arrivèrent sur leur paillasson avec le poids brutal de la justice. Et soudain, la maison qui avait semblé si intouchable se mit à vibrer de panique. Michel était assis à la table de la salle à manger, des papiers étalés devant lui, la tête enfouie dans ses mains. Émilie arpentait la pièce, ses talons claquant sèchement sur le parquet, sa voix montant en éclats de colère strident. « Ils ne peuvent, et pas faire ça! On ne savait pas qu'elle ne l'avait pas signé correctement !» lança Émilie, bien que ses mots tremblassent de désespoir. Michel frappa du poing sur la table. « Bien sûr. Quoi? On ne le savait. Tu m'as dit qu'elle ne se battrait pas. Tu m'as promis que ça irait. » Leur dispute était l'écho de la pourriture. Le blâme ricochait entre eux tandis que la réalité de leur situation se faisait pressante. Leur compte en banque fondait sous les frais d'avocat. Les créanciers commençaient à rôder. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Michel sentit la morsure froide d'un monde sans filet de sécurité. Thérèse observait depuis la distance, tranquille de sa propre maison. Elle ne jubilait pas. Elle ne souriait pas de leur chute. Au lieu de cela, elle se tenait à la fenêtre de sa cuisine, la lumière d'automne se déversant sur ses épaules, et sentait tout le poids de la maternité peser sur sa poitrine. Chaque instinct en elle criait d'intervenir, d'alléger leur fardeau, de dire « Je m'en occupe ». Mais elle ne le fit pas. Elle avait pris sa décision en quittant la réunion, haine de famille. Ses enfants avaient écrit leur propre histoire. Et maintenant, ils devraient vivre avec ces chapitres. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville. Les gens chuchotaient que Michel et Smiley vendèrent des bijoux, mettaient au clou des objets de famille, qui brillaient autrefois lors des dîners de famille. Les boucles d'oreilles en diamant d'Émilie disparurent les premières. Puis la montre de Michel, un cadeau d'Henri pour son diplôme, partit chez un acheteur anonyme en échange d'argent rapide. Ils s'endettèrent sur leur carte de crédit, appelèrent de vieilles connaissances pour des prêts.
Et ce n'était toujours pas assez. Les nuits devinrent agitées. Michel se réveillant, en sueur froide. Émilie se recroquevillant sur elle-même, alors que les murs du privilège se refermaient. Un soir, Michel arriva à la porte de Thérèse. Il avait l'air plus vieux, plus mince, ses yeux portant le même désespoir creux qui n'appartenait autrefois qu'aux toxicomanes et aux joueurs. « Maman », murmura-t-il, la voix brisée, « j'ai besoin d'aide. Juste ce que tu peux donner, s'il te plaît. » Thérèse ouvrit plus grand la porte, mais ne l'invita pas à entrer. Elle étudia son fils, son enfant, le garçon qu'elle avait autrefois bercé contre sa poitrine. Et, pendant une seconde fugace, sa main tressaillit comme pour l'atteindre. Mais ensuite, elle se souvint des signatures, des mensonges, de la violence de la trahison gravée dans ses os. « Je suis désolée, Michel, » dit-elle doucement. « C'est ta leçon à apprendre. Je ne peux pas te sauver. » Sa mâchoire se serra. Des larmes montèrent. Mais la fierté le força à se détourner avant qu'elle ne puisse tomber. Il repartit dans la nuit. Les épaules courbaient, sous le poids des conséquences. Pour le public, s'il avait pu le voir, c'était un conflit moral, aussi tranchant que du verre. Thérèse avait-elle raison? Une mère pouvait-elle vraiment se retirer pendant que ses enfants se noyaient dans les conséquences de leur propre cupidité? Ou son silence était-il une cruauté plus profonde, le genre de blessure qui laisse des cicatrices pour des générations? Thérèse se posa la même question en verrouillant la porte, cette nuit-là. Pourtant, dans son cœur, elle savait qu'un amour qui protège le mal ne fait qu'engendrer plus de ruines. Son silence n'était pas un abandon. C'était l'acte d'amour final, un acte douloureux, mais le seul moyen pour ses enfants d'apprendre un jour que les choix ont un coût. La première fois que j'ai tourné la clé dans la Mustang à nouveau, le son m'a surprise. Le grondement du moteur n'était pas seulement mécanique. C'était la mémoire qui reprenait vie. Mes doigts tremblaient sur le volant. Mais la vibration sous mes paumes m'a stabilisée, d'une manière que rien d'autre n'avait fait depuis des mois. Pendant des années, la voiture était restée tranquillement dans le garage de M. Dubois, drapée sous une bâche, comme une bête endormie. Michel s'en était moqué une fois, l'appelant « la relique de papa ». Émilie avait dit que je devrais simplement la donner à un musée au lieu de la garder. Mais je ne pouvais pas la laisser partir. Henri me l'avait laissée. Et même quand les enfants essayaient de dénigrer ce cadeau, je savais au fond de moi que cette voiture n'était pas seulement du métal. C'était sa voix, son souffle, sa présence. Le siège en cuir a exhalé son odeur familière au moment où je me suis installée. Vieillie, chaude, légèrement sucrée, comme le temps lui-même conservé. J'ai fermé les yeux et pendant un battement de cœur, j'ai juré que je pouvais sentir Henri se glisser sur le siège passager à côté de moi. De la même manière qu'il le faisait lors de ses longues promenades du dimanche à la campagne, où il insistait toujours pour baisser les fenêtres, quel que soit le temps, pour laisser entrer le monde. La lumière du soleil se déversait sur le pare-brise, se courbant en éclats dorés, qui vacillaient sur le tableau de bord. J'ai atteint le levier de vitesse, j'ai hésité, puis j'ai souri. « D'accord, Henri », ai-je murmuré. « Allons-y. » La voiture a avancé, lentement au début, chaque grincement et chaque vrombissement, comme une vieille chanson que j'avais oublié de fredonner. La route à l'extérieur scintillait sous le soleil de fin d'après-midi, alors que je m'engageais sur la portion de route ouverte, au-delà de la ville. Le moteur a rugi plus, profondément, me remplissant d'une énergie qui allait au-delà de l'adrénaline. C'était comme si la Mustang me rappelait, nous rappelait, qu'il nous restait encore du mouvement. Même après le deuil,
même après la trahison. J'ai délibérément ralenti au premier virage, ralenti dans le pivot, disait Henri, sa main frôlant la mienne alors qu'il changeait de vitesse. Il ne s'agissait pas seulement de conduire, c'était sa philosophie de vie. Ne te précipite pas dans les virages, respecte les tournants, penche-toi dedans, mais stabilise ta respiration. Maintenant, avec le volant fermement sous mes mains, j'ai inspiré l'air vif par la fenêtre ouverte. Le vent a emmêlé mes cheveux, et au lieu de me sentir décoiffée, je me suis sentie libre. Je me suis permis de remarquer chaque détail. Le léger grondement des pneus sur l'asphalte, le cuir chauffé par le soleil pressant contre mon dos, le reflet du chrome dans le rétroviseur latéral, captant de brèves lueurs de lumière. Pour la première fois, depuis des années, je ne pensais pas à sauver Michel ou à secourir Émilie de leur mauvais choix. Je n'étais pas accablée par le poids des factures, des exigences ou des attentes. Je n'étais le plan de secours de personne. J'étais simplement Thérèse, conduisant, respirant, vivante. La Mustang a pris de la vitesse et je l'ai de nouveau ralentie à un autre pivot. Je pouvais presque entendre Henri glousser. Il disait toujours que la voiture était comme nous. Pas la plus rapide, pas la plus récente, mais fiable, stable et pleine d'âme. Cette pensée m'a serré la poitrine d'une douleur et d'une chaleur mêlée. « Henri !» ai-je murmuré dans le vent. « Tu avais raison. La garder m'a gardée. » Une paix tranquille s'est installée en moi, alors que la route s'étendait devant moi. La trahison de mes enfants ne ressemblait plus à une ancre enchaînée à mes chevilles. Elle était toujours là, oui. Mais dans le rugissement de la Mustang, je sentais quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort, une force silencieuse, l'estime de soi, une guérison qui ne venait pas de la confrontation mais du mouvement. Je n'avais pas besoin de prouver à Michel ou Émilie que j'étais digne de respect. Je n'avais pas besoin de leur faire la leçon, de les secourir ou de les protéger de la tempête de conséquences qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Ce dont j'avais besoin, c'était de ça. Sentir le rythme du moteur correspondre à mon rythme cardiaque. Savoir que j'avais encore une direction même quand d'autres avaient essayé de l'effacer. Quand j'ai finalement garé la voiture dans l'allée, le soleil était bas, projetant une lumière cuivrée sur le capot. J'ai coupé le contact, je suis restée assise, immobile, et j'ai posé doucement ma main sur le siège passager. « On l'a fait », ai-je murmuré. Et dans cette immobilité, je pouvais presque entendre Henri répondre. Pas en mots, mais en présence, le genre de présence qui ne part jamais vraiment, tant que l'on ose continuer à avancer. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, rendant la pièce dorée, alors que Thérèse était assise tranquillement dans son fauteuil. Ses doigts tracèrent la forme froide et familière de la clé de la Mustang posée dans sa paume. Les bords étaient usés, le logo estompé par des années d'utilisation, mais elle portait plus de poids que le métal ne pourrait jamais en avoir. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était qu'une clé de voiture. Pour elle, c'était la voix d'Henri, le rire d'Henri, la main d'Henri se fermant sur la sienne autour d'une promesse. Elle ferma les yeux, et le souvenir se déroula aussi vivement que s'il s'était produit la veille. C'était une fin de soirée d'été. Les cigales chantaient au loin. La paix. Porte du garage était entr'ouverte pour laisser entrer la brise. Henri était appuyé contre le capot de la Mustang, essuyant la graisse de ses doigts avec un vieux chiffon. Ses cheveux grisonnaient, déjà, mais son sourire était la même courbe enfantine dont elle était tombée amoureuse des décennies plus tôt. « Tu sais », avait-il dit en regardant la voiture, « cette Mustang pourrait tomber en panne un jour. Peut-être demain.
peut-être dans 10 ans. Les choses rouillent, les moteurs lâchent, la peinture s'écaille. Il s'était alors tourné, ses yeux fixés sur les siens. Sa voix était douce mais ferme. Mais ton amour pour cette famille. Ne laisse jamais personne le briser. Les voitures, tu peux les réparer ou les remplacer. L'amour, une fois que tu le laisses pourrir, est plus difficile à restaurer. Elle avait ri alors, essuyant la tache de graisse qu'il avait laissée sur son bras. Et que, en l'amour est pris pour acquis, avait-elle taquiné. Henri l'avait attiré près de lui, posant son front contre le sien. Alors tu restes forte, parce que même s'ils ne le voient pas aujourd'hui, un jour ils sauront qu'ils se tenaient sur des fondations que tu as construites. Et toi, Thérèse, tu es l'encre. Ne les laisse jamais te faire douter de ça. Ces mots résonnaient plus fort maintenant qu'ils ne l'avaient jamais fait. Elle pouvait presque sentir le poids de sa main sur son épaule, stable, rassurante. La clé de la Mustang brillait faiblement à la lumière du soleil, et Thérèse resserra sa prise dessus. Ce n'était pas seulement le symbole d'une voiture, c'était une boussole qui la ramenait à elle-même. Pendant trop longtemps, elle avait laissé les voix de ses enfants, exigeantes, méprisantes, cruelles, étouffer celles d'Henri. Mais ici, dans le silence de sa maison, ses mots élevaient au-dessus du bruit. La clé devenait son encre lorsque les doutes tentaient de la ronger. Suis-je une mauvaise mère de les laisser trébucher? Aurais-je dû les sauver, une fois de plus? Elle regarda ce morceau de métal et entendit à nouveau Henri. Les voitures peuvent tomber en panne. L'amour ne devrait pas. Mais l'amour, ce n'est pas le sauvetage, Thérèse. C'est la vérité. Sa poitrine se serra, les larmes menaçant de couler, mais elle ne les laissa pas faire. Au lieu de cela, elle murmura dans l'immobilité. « Tu me manques, Henri, mais j'apprends. Je pense que tu serais fier. » Par la fenêtre, la Mustang était garée dans l'allée, polie jusqu'à un éclat doux. Une relique peut-être, mais aussi un symbole de résilience. Chaque égratignure sur sa carrosserie portait un souvenir. Les voyages, les virées nocturnes où elle et Henri parlèrent de leurs rêves, les après-midi où les enfants, encore jeunes et rieurs, s'entassaient sur la banquette arrière. Thérèse se leva, lentement, glissant la clé dans sa poche. Le métal était chaud contre sa cuisse, comme s'il avait absorbé son rythme cardiaque. Elle n'avait pas besoin de conduire où que ce soit pour le moment. Le simple fait de savoir qu'elle le pouvait, que la Mustang était là, que les paroles d'Henri vivaient à chaque tour de clé, cela suffisait. Le passé ne pourrait jamais être récupéré. Mais les leçons qu'Henri avait laissées derrière lui pouvaient la guider. Elle n'avançait pas vers l'avenir les mains vides. Elle avait sa voix, sa sagesse, son amour. Et, dans sa paume, chaque fois qu'elle en avait besoin, elle avait la clé. Le téléphone sonna tard dans la soirée, coupant le doux bourdonnement des grillons à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine de Thérèse. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Michel, Penda, et un long moment, elle le laissa sonner, fixant le nom comme si elle pesait le poids de décennies, compressé en une seule vibration. Finalement, elle répondit, sa voix stable. « Maman !» Le ton de Michel portait un épuisement et une étrange fragilité qu'elle n'avait pas entendu depuis qu'il était un garçon qui s'écorchait les genoux et courait pleurer vers elle. Je ne sais même pas par où commencer. Thérèse ne dit rien tout de suite. Elle écouta l'écho creux de la ligne, puis perçut le son faible, presque imperceptible, d'une respiration en arrière-plan. Émilie. Elle était là, silencieuse, comme une ombre persistante, dans la pièce. Michel s'éclaircit la gorge,
les mots sortant en morceaux brisés. On a tellement perdu. Le procès, ça nous a ruinés. J'ai dû vendre les bijoux d'Émilie. On a emprunté à tous ceux qu'on pouvait. Je pensais que je pouvais arranger ça. Je me kère Oyais, assez malin, assez fort pour protéger ce que papa nous avait laissé. Mais je n'ai fait que le détruire. Et pendant tout ce temps, tu n'es jamais intervenu. Tu as juste laissé faire. Sa voix se brisa. « Pourquoi, maman? Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté ?» Thérèse ferma les yeux, ses doigts effleurant le bord froid des clés de la Mustang sur la table à côté d'elle. Le métal était lisse, rassurant. Elle pouvait presque entendre la voix d'Henri dans sa mémoire, stable, chaude, lui disant que parfois, le silence pouvait avoir plus de poids que n'importe quoi. Quel éclat de voix! Finalement, elle répondit. « Parce que certaines leçons, Michel, ne peuvent pas être achetées avec l'argent que je te donne. Elles doivent être payées avec tes propres choix. » Son ton n'était ni cruel, ni sec, juste calme, délibéré. Il y eut une longue pause sur la ligne. Elle imagina le visage de son fils pincé par la culpabilité et les lèvres d'Émilie serrées de honte. « Je suis désolée, » murmura Michel. Les mots étaient presque enfantins, fragiles. Les lèvres de Thérèse se courbèrent en un très léger sourire. Bien que ses yeux fussent humides, elle rapprocha le téléphone, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais portant le poids d'une vérité inébranlable. « Ne pense jamais que je ne connais pas la valeur des choses, Michel. Je la connais mieux que quiconque. J'ai juste gardé le silence. » Le silence après ces mots n'était pas vide. Il était chargé, vivant. Un silence qui parlait plus fort que n'importe quelle réprimande n'aurait pu le faire. Il pesait sur Michel et Émilie, dans l'espace entre eux jusqu'à devenir insupportable. À l'autre bout du fil, Émilie bougea enfin, et bien qu'elle ne dise rien, Thérèse entendit son sanglot étouffé. Ce n'était pas du triomphe qu'elle ressentait. C'était quelque chose de plus doux, de plus lourd, une confirmation que le « silence », lorsqu'il est manié avec intention, peut être une forme de pouvoir. Elle laissa le silence s'attarder un peu plus longtemps avant de mettre fin à l'appel. Pas d'adieu dramatique, pas de sermon, juste l'affirmation tranquille de sa présence, de ses limites, de son amour tacite. Lorsque la cuisine retourna au calme, Thérèse s'assit avec les clés de la Mustang dans sa paume, les faisant tourner lentement. Le silence dans la pièce ne semblait plus lourd. Il ressemblait à de la force, une forteresse invisible qu'elle avait construite autour d'elle, une forteresse qu'aucune trahison ne pouvait abattre. Elle avait appris que le pouvoir ne résidait pas dans le bruit, mais dans la certitude tranquille de sa propre valeur, une valeur qu'elle n'avait plus besoin que les autres reconnaissent. Elle la connaissait, et c'était tout ce qui comptait. Le garage de M. Dubois semblait différent ce matin-là. Des grains de poussière flottaient paresseusement dans les rayons de soleil, et l'air sentait l'huile, l'acier, et quelque chose de plus doux, comme une possibilité. Thérèse était revenue, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le voulait. Monsieur Dubois était déjà là, les manches retroussées, ses mains tachées de la saleté honnête du travail. Il leva les yeux quand elle entra, la surprise traversant son visage, rapidement suivie par quelque chose de plus chaleureux. « Vous êtes revenu, » dit-il simplement. Thérèse hocha la tête, lissant son blouson. « La Mustang est terminée. Elle n'a plus besoin de moi. Mais peut-être que j'ai encore besoin de cet endroit. » Il gloussa, puis lui fit signe de s'approcher d'une voiture sous une bâche. Avec un respect silencieux, il retira la bâche pour révéler un châssis. Une voiture qui n'était rien de plus qu'un squelette,
mais qui portait en elle la promesse d'une renaissance. Je pensais commencer à restaurer celle-ci, dit-il, mais je préférerais ne pas le faire seul. Qu'en dites-vous, hein, Thérèse? Voulez-vous m'aider à lui redonner vie? L'offre atterrit dans sa poitrine comme un doux coup de tonnerre. Pendant des semaines, Thérèse avait déversé son chagrin, sa colère et son silence dans la Mustang. Cette voiture avait été le cadeau d'Henri. L'encre d'Henri. La restaurer, c'était comme recoudre son cœur. Mais maintenant elle voyait quelque chose au-delà de la survie. Un commencement. Elle passa ses doigts le long du bord du châssis, le métal froid la rassurant. « Vous savez, dit-elle doucement, Henri me disait toujours, les voitures peuvent tomber en panne, les moteurs peuvent lâcher, mais l'amour que tu portes à ta famille, tu ne peux laisser personne le briser. » Les yeux de Dubois s'adoucirent. C'était un homme sage, votre Henri. Oui, murmura Thérèse. Il l'était. Il y eut un long silence alors, non pas vide mais plein. Le genre de silence où les choses se réparent tranquillement, comme des fissures se remplissant d'or. Thérèse prit une clé à molette, sentant son poids dans sa main. C'était lourd mais stable, tout comme le choix qu'elle faisait. Elle ne réparait pas cette voiture pour Henri, ni pour Michel, ni pour personne d'autre. Elle le faisait pour elle-même, pour la femme à qui on avait dit qu'elle était trop silencieuse, trop petite, trop facile à ignorer. Elle serra le premier boulon, et quelque chose à l'intérieur d'elle se mit en place avec lui. Au fil des heures, Thérèse et Dubois travaillèrent côte à côte, des rires brisant occasionnellement le bourdonnement des outils et le bruissement du papier de verre. Ce n'était pas bruyant ou tape à l'œil. Ça n'en avait pas besoin. Chaque petit mouvement, essuyer la graisse de ses mains, ajuster une pièce de métal, écouter l'écho creux d'une pièce testée, était son propre acte de défi, silencieux contre tout ce qui avait essayé de la briser. Quand elle recula enfin, essuyant la sueur de son front, Thérèse regarda la voiture à moitié finie et sourit. Ce n'était pas parfait, ce n'était même pas proche, mais c'était un début. Et les débuts, réalisa-t-elle, ne sont pas une question de bruit, ils sont une question de choix. Son regard tomba sur la Mustang, garée dans le coin, brillant comme si Henri lui-même l'avait polie une dernière fois. Cette voiture serait toujours son encre. Mais ce projet, était sa boussole, un chemin vers l'avant. Elle posa la clé sur le capot et expira, stable et sûre. Parfois, dit Thérèse à voix haute, presque pour elle-même, pour se tenir droit, on n'a pas besoin de crier. On a juste besoin d'un moteur pour redémarrer. Les mots résonnèrent dans le garage, doux mais puissants, portés par l'odeur d'huile et d'espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, Thérèse se sentit non seulement vivante, mais prête. Le soleil de fin d'après-midi peignait le ciel de teintes orangées et violettes alors que Thérèse posait ses mains sur le volant. Le lac s'étendait à côté d'elle comme une plaque de verre, reflétant la lumière déclinante. Le vent se glissait par la fenêtre ouverte, attrapant ses cheveux argentés et les agitant doucement comme les pages d'un livre que l'on tourne. Pour la première fois depuis des années, son visage n'était pas alourdi par le chagrin. Il portait quelque chose de plus léger, de tranquille, de stable, de résolu. La Mustang vrombissait. Sous elle, douce, vivante, pas seulement une machine, mais une compagne. Elle repensa aux paroles d'Henri. Les voitures peuvent tomber en panne, mais ton amour pour la famille ne laisse personne le briser. Il ne s'agissait pas seulement de la voiture. Il s'agissait d'elle, de la résilience, de la connaissance de sa propre valeur, même quand les
autres ne la voyaient pas. La trahison existait encore dans les recoins de sa mémoire. Les mots froids de Michel, le silence d'Émilie. Le jour où ses souvenirs avaient été vendus, comme s'ils étaient de la camelote. Mais la piqûre ne la contrôlait plus. Ce chapitre leur appartenait pas. Celui-ci lui appartenait. Elle ralentit près du bord de l'eau, laissant les pneus crissés sur le gravier. Pendant un moment, elle resta assise là, écoutant le doux vrombissement du moteur, l'appel lointain des oiseaux s'installant pour la soirée. La surface du lac ondulait avec le vent, et Thérèse y vit son reflet. Non pas la mère lasse et oubliée qu'ils avaient essayé de faire d'elle, mais une femme qui avait tenu bon, tranquillement, fermement. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas maudit, elle avait simplement choisi le silence. Et dans ce silence, elle avait découvert le pouvoir. Les clés de la Mustang reposaient sur le siège passager à côté d'elle, captant la lumière. Elles étaient plus que du métal et des rainures. Elles étaient une encre. Un rappel que recommencer n'exigeait pas. Toujours la permission de quelqu'un d'autre. Il ne fallait que du courage et la volonté de tourner la clé de contact une fois de plus. Thérèse expira longuement et lentement, comme si elle libérait des années de chagrin inexprimé. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Pas large, pas forcé, mais doux, presque comme un secret gardé entre elle et le vent. Elle appuya doucement, et sur l'accélérateur, et la voiture avança, roulant le long de la courbe du lac. Chaque kilomètre ressemblait moins à une évasion qu'à un retour à elle-même, à la femme qu'elle avait toujours été avant les sacrifices, avant les trahisons. La route s'étendait devant elle, infinie et inconnue, et pour la première fois depuis des décennies, elle l'accueillait sans crainte. L'écho de sa pensée persistait, simple mais profond. Parfois, pour se tenir droit, on n'a pas besoin de crier. On a juste besoin d'un moteur pour redémarrer. La scène s'estompa à l'horizon, laissant sa silhouette contre la dernière lumière du jour. Une femme renaissant, silencieuse mais incassable. Et puis la caméra se tourna vers l'extérieur, vers le public. Son histoire persistait dans le silence, attendant que d'autres interviennent, qu'ils répondent à la question qu'elle leur portait, presque comme un cadeau. Si votre enfant vendait vos souvenirs, pardonneriez-vous ou le laisseriez-vous faire face au poids de ses propres choix? La question restait en suspens. Un miroir tendu non seulement à la famille, Langevin, mais à nous tous, nous invitant à réfléchir aux frontières de l'amour, du sacrifice et de la dignité que nous traçons dans nos propres vies.